Bonjour à tous! Eh bien, aujourd'hui, les braves gens sur Patreon, et considérez cela comme la promotion obligatoire, si vous voulez soutenir la chaîne, rendez-vous sur le lien Patreon dans la description de la vidéo. Voilà, ma promotion annuelle est faite pour aujourd'hui. Bref, ils m'ont demandé ce mois-ci de passer en revue les 5 plans navals les plus farfelus de tous les temps, selon Drachinifel. Alors, un ou deux de ces plans, je les ai peut-être déjà abordés dans d'autres vidéos, parfois en détail, parfois juste en les mentionnant. Mais bon, puisqu'il existe vraiment des plans navals complètement farfelus, voici mon top 5 à l'heure actuelle, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2026. Si vous souhaitez que j'examine d'autres éléments ou propose un autre top 5, indiquez-les dans les commentaires ci-dessous. Mais j'ai sélectionné ces 5-là précisément, pas tellement parce qu'ils étaient complètement et totalement désastreux sur le long terme, même si beaucoup d'entre eux l'étaient. Ce n'était pas le critère principal. Le critère principal que j'ai utilisé pour sélectionner ces 5-là, c'est simplement parce que il y avait tellement d'alternatives évidentes, et il était assez évident pour quiconque prenait le temps d'y réfléchir plus de 5 secondes que celle-ci n'allait vraiment pas fonctionner, ou pourrait avoir des conséquences imprévues très très importantes à l'avenir. Parce qu'au final, vous savez, certains plans navals tournent vraiment mal. Mais pour être juste, en regardant cela du point de vue de l'époque, on ne pouvait pas forcément le savoir, ou peut-être qu'il y avait une bonne chance que ça se passe bien, et vous avez tenté votre chance, et, eh bien, ça n'a pas marché. Mais de toute façon, passons au numéro 1. Et pour cela, nous allons au début de la Première Guerre mondiale, plus précisément le 3 novembre 1914. À ce moment-là, les Ottomans s'étaient révélés être une véritable épine dans le pied de la Triple Entente. Ils avaient laissé le Goeben et le Breslau s'échapper pour se placer sous la garde ottomane, puis rejoindre en théorie la marine ottomane. Et, le 3 novembre, la marine ottomane, branche ottomane de la marine allemande, avait lancé un raid avec le Goeben et le Breslau contre la marine russe en mer Noire. Et donc, dans le grand esprit impérial du XIXe siècle où il fallait absolument agir, oh oui, oui, imaginez-vous en train de tripoter une grande moustache en guidon à ce moment-là, la Royal Navy et la Marine nationale décidèrent qu'elles allaient agir. Et cela impliquait d'envoyer les croiseurs de bataille Indomitable et Indefatigable, ainsi que les pré-dreadnoughts français Suffren et Vérité, pour aller bombarder les forts extérieurs des Dardanelles. Officiellement, cela était classé comme un test des défenses. En pratique, il y avait très peu de différences, à part peut-être l'ampleur de l'opération avec ce qui se faisait au XIXe siècle. Ah oui, eh bien vous savez, les colonies de l'Empire ont commencé à se rebeller contre leurs supérieurs. Par conséquent, nous devrions en faire exploser quelques-uns avec certains de nos navires, et cela leur apprendra. Essentiellement, c'était une gifle coloniale du XIXe siècle, vous savez, arrêtez ça, ne recommencez pas, sinon... Et pour être tout à fait honnête, le bombardement s'est plutôt bien passé. Les Français ont pris un côté, les batteries à Kumkale, et les Britanniques ont pris l'autre côté, les batteries à Saïd el-Baha. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, désolé si je me trompe un peu. Mais dans tous les cas, ils ont commencé à bombarder. L'Indefatigable et l'Indomitable ont tous deux noté que leur première salve était légèrement à gauche, mais ensuite ils ont corrigé et leur deuxième salve ont touché quasiment en plein dans la cible. Et on peut voir que c'était vraiment une opération de style colonial, car on leur avait même dit à l'avance exactement combien d'obus ils étaient autorisés à tirer. Ce n'était même pas une question de vouloir vraiment faire exploser ces choses. C'était « vous irez, vous tirerez ce nombre précis d'obus sur les forts ennemis, puis vous vous retirerez ». Avec une mise en garde supplémentaire, eh bien, si les artilleurs ottomans apprennent réellement à tirer droit, alors il vaudrait peut-être mieux vous retirer un peu plus tôt. Parce que, même si la plupart des défenses ottomanes étaient assez obsolètes, ils avaient tout de même quelques canons qui étaient un peu inquiétants, surtout si vous étiez un croiseur de bataille avec un blindage de 4, 5 ou 6 pouces. Et ceux-ci comprenaient, ironiquement, quelques canons Krupp de 11 pouces, qui étaient très similaires à ceux qui allaient finir par couler le Blücher plusieurs décennies plus tard en Norvège. Au fil du bombardement, ils ont vite constaté que les premiers tirs étaient précis, la deuxième salve des 2 croiseurs de bataille touchant la cible. En fait, cela posait un certain problème,
parce que cela soulevait tellement de poussière de roches et de briques juste devant et autour du fort qu'il était très difficile de savoir où tombaient les obus suivants. Ils tiraient dans le nuage, entendaient des explosions et se disaient « la cible est là ». Clairement, nous touchons toujours des choses. Et il s'est avéré que c'était en fait une évaluation précise, car peu de temps après, le dépôt principal de munitions de Saïd el-Ba a été touché et il y a eu une explosion colossale. Pendant tout ce temps, les artilleurs ottomans ripostaient en fait. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous savez, les gens n'ont pas tendance à rester là sous un lourd bombardement d'artillerie sans rien faire. Mais étant complètement mal préparés et principalement équipés de canons obsolètes, leurs tirs étaient relativement inefficaces. Finalement, certains artilleurs ont commencé à devenir un peu plus précis, mais l'ensemble du bombardement était largement à l'avantage des Alliés. Les Français ont bombardé Kumkale autant qu'ils le voulaient. Ils n'ont pas réussi à faire exploser un dépôt de munitions. Mais le résultat net fut qu'à la fin du bombardement, des dégâts importants avaient été infligés aux deux forts, évidemment davantage à Saïd el-Baha grâce à l'explosion du dépôt de munitions. Beaucoup de défenseurs ottomans avaient soit fui, soit s'étaient cachés, et quelques-uns des plus courageux ripostaient. Mais si, à ce moment-là, quelqu'un avait pensé à amener des troupes, il aurait été relativement simple de marcher jusqu'à ces forts et de s'en emparer. Comme on l'a dit, c'était surtout une expédition punitive coloniale, pas une véritable opération amphibie. Et donc, ayant décidé que, eh bien, vous savez, ces étrangers avaient reçu une bonne leçon, les Alliés se sont retirés. C'était bien sûr une opération catastrophiquement mal conçue. Parce que les Ottomans, avant 1914, étaient, même s'ils n'étaient pas totalement sûrs d'eux, relativement confiants dans l'état de leur défense des Dardanelles. Ils avaient été conseillés par les Allemands depuis un certain temps à ce sujet, mais les Allemands avaient jeté un coup d'œil et s'étaient dit « Nous ne sommes pas si sûrs de cela. Nous pensons que vous devriez probablement les améliorer un peu. » Les Ottomans ont répondu « Nous apprécions ce retour, mais estimons avoir suffisamment de canons et de forts. Ça ira. » Cette opération a plutôt prouvé que c'était une évaluation optimiste. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils n'avaient touché absolument aucune cible face à une force alliée assez réduite et improvisée. L'un de leurs forts avait à moitié sauté, l'autre était criblé comme du gruyère. Les Ottomans et leurs conseillers allemands, lucides, ont constaté que si les forts avaient été pris lors du débarquement, ils auraient vraiment été perdus. Et en plus, le reste des fortifications qui longent les Dardanelles ne sont pas en bien meilleur état, et plusieurs d'entre elles sont dans un état nettement pire. Nous n'avons aucune mine dans l'eau elle-même. Si cela avait été une opération sérieuse, nous aurions pu perdre tout ou partie des Dardanelles. Nous devrions probablement faire quelque chose à ce sujet. Et les Allemands, tout en marmonnant que oui, ils nous le disent depuis des années, se sont dit « Ah, génial, fantastique, ils vont enfin nous écouter. » Bien sûr, un groupe de marins et d'experts en artillerie venait d'arriver sur le Goeben et le Breslau pour aider aussi. Et au cours des mois suivants, gardez à l'esprit que c'était le début du mois de novembre, au cours des mois suivants, les défenses des Dardanelles furent considérablement renforcées. Les fortifications furent renforcées, de nouveaux canons furent installés, les canons existants furent entretenus et remis à neuf. Des mines furent préparées pour être déployées, etc., etc. Et donc cela signifiait que, en février 1915, s'étant convaincu, d'après les résultats du bombardement de novembre, que les défenses ottomanes étaient pratiquement faciles à balayer, les Alliés arrivèrent avec une belle et grande flotte composée principalement de Dreadnoughts, ayant l'intention de simplement forcer le passage à travers les Dardanelles, de remonter jusqu'à la capitale ottomane et d'exiger leur reddition. Pour découvrir, comme je l'ai expliqué dans une vidéo relativement détaillée il y a quelques années, que les défenses renforcées étaient bien plus difficiles à percer. Cela leur a finalement coûté de nombreux navires, malgré une puissance de feu bien supérieure à celle de novembre 1914. Et quand cela a échoué, il était alors temps de procéder à des débarquements massifs de troupes, ce qui, bien sûr, a mené à la débâcle qu'a été Gallipoli. Donc, même s'il n'est pas forcément possible d'affirmer cela à 100%, l'opération de Gallipoli aurait été considérablement plus réussie et aurait permis à la flotte alliée d'atteindre Constantinople-Istanbul si cette opération n'avait pas été menée. Étant donné le manque relatif de défense et le manque de préparation des fortifications ottomanes en novembre 1914 par rapport à février 1915,
Il aurait certainement été bien plus probable que ce que nous appelons aujourd'hui la campagne des Dardanelles et les opérations de Gallipoli auraient été considérablement plus réussies, et peut-être même totalement réussies si les Ottomans étaient restés passifs pendant ces 3 ou 4 mois intermédiaires, parfaitement satisfaits et convaincus que leur défense était réellement efficace. Donc, en termes de plan naval farfelu, celui-ci remporte vraiment la palme, parce que, littéralement, tout ce que cela a fait, c'est informer votre adversaire de l'endroit où vous alliez arriver, de ce que vous alliez faire, et de toutes les faiblesses qu'il fallait corriger dans vos défenses avant qu'ils n'arrivent, puis leur laisser plusieurs mois pour effectuer ces améliorations. Donc, en essayant de traiter les Ottomans comme s'ils n'étaient qu'une simple colonie du XIXe siècle, les Alliés. Cette opération a été réalisée à la demande de Winston Churchill, que j'ai souvent décrit comme un chef brillant. En stratégie globale, évitez-lui toute notion de tactique. A fini par coûter la vie à des dizaines de milliers d'alliés. Et pour le numéro 2, nous allons rester avec la Royal Navy, mais nous allons avancer un peu dans le temps jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et examiner les plans de la flotte de porte-avions britannique d'après-guerre. Parce que, oh là là, c'était vraiment un sacré bazar. Alors, à la fin de 1945, la Grande-Bretagne se retrouve dans une situation très similaire à celle de l'US Navy. La plupart de leurs porte-avions d'avant-guerre n'ont pas survécu. Hermes avait été coulé, Eagle avait été coulé, Courageous, Glorious, Ark Royal, tous coulés. De leur flotte de porte-avions d'avant-guerre, c'est-à-dire les navires mis sur cale et mis en service avant le 3 septembre 1939, les seuls survivants étaient le HMS Furious et le HMS Argus. Tout comme aux États-Unis, ils avaient l'Enterprise, le Saratoga et le Ranger, ayant perdu le Hornet, le Yorktown, le Lexington et le Wasp. Maintenant, pour être honnête, personne ne cherchait vraiment à conserver les pauvres vieux Argus et Furious. Ils ont été très rapidement placés en réserve puis démolis avant la fin de la décennie. Mais cela laissait la Royal Navy avec une combinaison de navires construits en temps de guerre, de navires qu'ils avaient essayé de construire pendant la guerre, dont certains n'étaient pas encore tout à fait terminés, et de navires qu'ils avaient prévu de construire. Ils avaient le HMS Unicorn, qui n'était pas vraiment un porte-avions, et le Governor. Ils disposaient aussi des 4 de la classe Illustrious, tous très utilisés pendant la guerre. Ils avaient les 2 navires les plus récents, plus grands et moins endommagés de la classe Implacable. Et ensuite, ils avaient toute une série de porte-avions légers de conception 1942, les Colossus et les Majestic, dont certains venaient tout juste d'être mis en service. D'autres étaient en cours de mise en service ou en cours de construction. En ce qui concerne les navires qui avaient été construits pendant la guerre, ou du moins posés pendant la guerre, mais qui étaient loin d'être prêts à être mis en service. Ils avaient la classe Audacious, ils avaient la classe Centaur et, en théorie, ils avaient la classe Malta. Bien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient alors suspendus. De plus, il y avait de nombreux porte-avions d'escorte, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les porte-avions d'escorte, ils ne devaient pas rester longtemps en service actif. Donc, de façon générale, on peut diviser cela en 3 groupes, comme nous venons de le mentionner. Vous avez des navires construits pour la guerre qui ont été utilisés pendant le conflit, vous avez des navires tout neufs qui viennent juste de sortir des chantiers navals, et vous avez des navires actuellement en construction mais qui auront encore besoin de pas mal de temps avant d'être réellement prêts à rejoindre la marine. Maintenant, bien sûr, la Royal Navy fait face à une forte réduction dans l'environnement d'après la Seconde Guerre mondiale, et elle doit également faire face au problème des avions embarqués qui deviennent plus grands, plus lourds et, bien sûr, avec l'arrivée des avions à réaction, plus rapides. Mais l'arrivée des avions à réaction signifie qu'il y a de nouveaux défis en ce qui concerne le décollage et la récupération, en raison des performances différentes des moteurs à réaction par rapport aux moteurs à hélice lors du décollage et de l'atterrissage. Donc, logiquement, vous examineriez votre flotte de porte-avions et vous décideriez, d'accord, nous devrions garder les porte-avions les mieux adaptés aux opérations futures, donc capables d'accueillir de gros avions lourds avec des hangars hauts pour loger ces avions lourds et pouvant être adaptés ou modernisés relativement facilement pour intégrer de nouvelles technologies. Progressivement, des innovations comme les catapultes à vapeur en développement. Et étant donné que nous avons des catapultes à vapeur, des ponts d'envol inclinés et toutes sortes d'autres choses actuellement à l'étude, en développement ou en phase de test. Peut-être devrions-nous attendre et voir comment tout cela va se passer et intégrer cela dans la conception d'un porte-avions ou d'une classe de porte-avions qui est en cours de construction en ce moment.
C'est peut-être, je ne sais pas, à un stade très précoce de son développement, et donc nous pouvons nous permettre d'apporter des modifications à la conception sans modifier massivement ce qui est déjà en cours de construction. Bien sûr, tout cela aurait du sens. Cependant, en partie à cause de la pression du Trésor et du gouvernement, la Royal Navy finit par faire exactement l'inverse de ce qu'elle devrait vraiment faire. Passons en revue les trois groupes de porte-avions. D'abord, ceux construits pendant la guerre ayant servi, les Illustrious et les Implacables. Nous laissons passer l'Unicorn car c'était un navire de maintenance aéronautique très utile. Et, d'accord, oui, elle ressemble à un porte-avions. Elle se comporte comme un porte-avions, mais bon, on va dire qu'elle n'est techniquement pas un porte-avions. Laissons-la tranquille. Je sais qu'un article sur NavWebs critique aussi vivement le programme britannique de porte-avions d'après-guerre, notamment les porte-avions blindés. Cependant, même si je suis d'accord avec l'idée générale qu'il n'était pas particulièrement utile après la guerre, cet article en particulier est truffé de tellement d'erreurs que c'est un peu une anomalie sur le site. En fait, c'est un article vraiment mauvais, tout bien considéré. Donc, ne pensez pas que je fais référence à cet article parce que, eh bien, la seule raison pour laquelle je le ferais serait pour parler de ce qui ne s'est pas passé et de ce qui n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, la classe Illustrious avait, à des degrés divers, été assez lourdement malmenée par la Luftwaffe, la Regia Aeronautica et l'aviation navale de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu pas mal de dégâts qui avaient, pour la plupart, été réparés. D'autres dégâts nécessitaient une refonte assez importante, et cette refonte incluait également des éléments comme la machinerie, selon le navire concerné. Parce que ces navires, bien qu'ils n'aient eu que 5 ou 6 ans en 1945-1946, avaient été très intensément utilisés. En règle générale, un navire de guerre à cette époque pouvait fonctionner environ 20 ans avant de nécessiter une remise à neuf de la machinerie, mais une utilisation intensive en temps de guerre avait tendance à multiplier par 3 à 5 l'usure de la machinerie. Et donc, en réalité, la classe dans son ensemble n'avait probablement plus que 3 à 5 ans de durée de vie de la machinerie à des niveaux d'opération normaux en temps de paix. Ils avaient aussi été conçus pour les avions des années 1930, avec des hangars bas à cause des ponts d'envol blindés. Et donc ils ne pouvaient tout simplement pas accueillir une bonne partie des nouveaux avions embarqués qui étaient en développement à l'époque, en particulier les jets. De plus, ayant été construits sous les restrictions des traités navals, les Illustrious avaient un groupe aérien assez réduit. Ils avaient nettement amélioré cela dans le Pacifique grâce au stationnement sur le pont, mais cela demeurait limité. Comparé à la classe Implacable, également des porte-avions à pont blindés mais bien plus grands, ils pouvaient accueillir davantage d'avions et disposaient encore d'une durée de vie mécanique bien supérieure. Parce qu'ils n'avaient été mis en service qu'en 1944, donc ils n'avaient fonctionné que pendant une période relativement courte pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien que la hauteur de leur hangar ait également été assez limitée, il n'y en avait que 2 contre 4 Illustrious. Et à cette époque, il existait des plans esquissés qui montraient que si on les faisait entrer pour une remise à niveau, disons au début des années 1950, on pouvait combiner les 2 hangars en un seul hangar beaucoup plus grand, qui aurait toujours un groupe aérien assez respectable et serait capable d'accueillir des avions de toute taille réalistes. Donc, il était clairement logique d'utiliser ces 2 classes de porte-avions en employant la classe Illustrious comme navire d'essai et de formation et de réaménager les Implacables comme porte-avions d'escadre. Maintenant, bien que tous les navires, à l'exception du Formidable, qui était trop usé et endommagé pour être vraiment utile et a été rapidement désarmé et démoli, la Royal Navy a fait exactement le contraire. Alors que l'Implacable et l'Indefatigable ont passé une brève période dans la flotte, leur carrière d'après-guerre a presque entièrement consisté à être réaménagés en navires-écoles et à servir comme navires de formation. Les 3 survivants de la classe Illustrious ont mené plusieurs travaux expérimentaux, comme je l'ai mentionné. Ont servi de porte-avions principaux de la flotte, malgré leur taille réduite, leur état endommagé et leur capacité limitée. Et pour couronner le tout, ils ont décidé d'essayer de réaménager Victorious, ce qui est toute une histoire en soi, l'épopée désastreuse qui en a découlé. Victorious ayant absorbé tout le budget des refontes, Implacable et Indefatigable furent démolis sans modernisation majeure. Ils ont donc fini par dépenser énormément d'argent pour des porte-avions dont ils savaient qu'ils n'allaient pas durer longtemps et qui, de toute façon, n'étaient pas très utiles.
Et cela nous amène au deuxième groupe, les porte-avions légers de la flotte de 1942, les classes Colossus et Majestic. Il faut reconnaître que ces navires étaient plus lents que les porte-avions de la flotte principale, ne dépassant pas 25 nœuds, mais grâce au fait qu'ils n'étaient pas des porte-avions blindés, ils étaient presque aussi grands que les Illustrious, déplaçaient nettement moins d'eau et pouvaient embarquer beaucoup plus d'avions dans des hangars nettement plus hauts. Donc, tant que vous ne cherchiez pas à mener des opérations de flotte à pleine vitesse, un porte-avions de classe Colossus était en réalité une bien meilleure plateforme aérienne d'après-guerre que l'Illustrious à presque tous les égards. Soyons honnêtes, les Soviétiques n'avaient pas vraiment une flotte rapide pour vous poursuivre. Et ils étaient pratiquement neufs. La plupart entraient en service en 1945, avec quelques-uns encore en cours d'aménagement. Et puis il y avait la classe Majestic, qui était également en construction et pouvait être terminée relativement rapidement s'il le voulait. Et les Majestic étaient des versions légèrement évoluées des Colossus, encore plus capables de mettre en œuvre des avions modernes. Donc encore une fois, logiquement, si vous étiez préoccupé par le nombre d'avions transportés, pouvoir avoir des ouvertures à plusieurs endroits, pouvoir avoir des coques qui résisteraient pendant une période assez longue, parce qu'ils sont tout neufs, il serait en fait logique de se débarrasser de les Illustrious très rapidement. D'accord, la Grande-Bretagne a besoin d'argent. Vous pourriez vendre certains porte-avions, notamment les Colossus, qui sont un peu les moins performants des deux modèles de 1942, et garder les Majestic. Parce que, avec même seulement les Majestic qui ont réellement été construits, sans parler de ceux qui ont été annulés, il y en avait encore 6 en construction, plus plein de Colossus. Donc, vous pourriez remplacer 4 Illustrious, 3 de façon réaliste vu l'état du Formidable, par 6 Majestic. Ce qui vous donnerait des coques moins chères à exploiter, des hangars plus grands, une plus grande capacité d'avions, et elles ne seraient pas blindées. Ce serait aussi très facile de les modifier à l'avenir, étant donné les différents systèmes en développement, comme nous l'avons déjà évoqué. Alors, qu'a fait la Royal Navy? Oui, les Majestic ont été pour la plupart laissés sur cale, ont mis des années à entrer en service, et ont tous été vendus à d'autres marines dès leur mise en service. Ils ont gardé quelques-uns des Colossus, les moins performants, et en ont aussi vendu un certain nombre à d'autres marines, tout en essayant vaguement et courageusement de faire semblant que les Illustrious avaient encore un bel avenir. Et cela nous laisse avec les navires qui étaient clairement toujours en construction, donc les Audacious, les Centaur et les Malta. Alors, logiquement, que feriez-vous? Peut-être utiliser certains de vos porte-avions de flotte bon marché, de construction légère, datant de 1942, peut-être certains des Colossus que vous n'arrivez pas à vendre, comme navires expérimentaux pour tester tous ces nouveaux systèmes. Les Malta, bien que moins avancés dans leur construction, offrent le plus de potentiel pour l'avenir car ils sont les plus grands. Ces navires peuvent être entièrement repensés sur cale et de nouveaux porte-avions construits, peut-être dans les années 1950, quand il y aura plus d'argent. Et ceux-ci seront essentiellement, si vous imaginez, les refontes des Midway de la période de la guerre froide, quelque chose d'approximativement similaire à cela. Maintenant, vous avez déjà les Centaurs et certains des Audacious en construction, et les Audacious sont évidemment encore plus performants que les Implacables. Et les Centaurs, de même, sont bien plus performants que les Majestic. Le problème est que construire les Malta, Audacious et Centaur et les avoir tous en service simultanément créerait 3 types de coques différents, à supposer qu'aucune des anciennes coques ne soit encore en service. Et gardez à l'esprit qu'à ce stade, la plupart des Centaurs n'avaient même pas encore été posés ou avaient à peine reçu un début de travaux. 2 d'entre eux avaient reçu un peu de travail. Eagle et Ark Royal, tous les navires qui allaient finalement devenir Eagle et Ark Royal, avaient reçu des travaux un peu plus importants. Ce sont les 2 Audacious. Techniquement, 2 autres devaient être au programme, dont l'un encore partiellement en construction. Donc, encore une fois, logiquement, vous suspendriez tous les travaux sur les Malta et les Centaurs et vous les utiliseriez essentiellement comme une combinaison de porte-avions lourds et légers, les Malta étant les grands, les Centaurs étant un peu plus petits, des navires de soutien, mais tous conçus pour faire fonctionner des avions modernes et prendre en compte toutes les leçons que vous apprenez en exploitant, en modifiant et en testant tous vos porte-avions précédents. Que faire des Audacious est un peu plus compliqué, car ils doivent être construits et lancés assez rapidement, ne serait-ce que pour libérer les cales de construction.
Mais étant donné qu'ils représenteraient une étape intermédiaire entre les implacables et les Maltas, il serait logique de peut-être les lancer et les achever relativement rapidement. Les mettre en service, ce qui vous permettrait ensuite de choisir soit de les garder en service, pour remplacer les implacables sans effectuer une refonte importante de leur hangar ou les faire fonctionner aux côtés des implacables pendant un certain temps. Vous auriez alors au moins 4 grands porte-avions de flotte, à supposer que vous n'acheviez pas aussi le 3e Audacious. Cela constituerait un bon noyau pour une flotte de porte-avions d'après-guerre en attendant les Maltas. Quand les Maltas arriveraient, vous pourriez choisir de garder les Audacious et Implacables comme navires secondaires ou les convertir en navires de soutien pour hélicoptères. Allons-nous simplement nous en débarrasser ou les vendre comme la Royal Navy liquidant des porte-avions à la fin des années 1940? Quelle est la démarche logique à adopter collectivement? Eh bien, en gros, envoyer immédiatement les Illustrious à la casse, garder les Implacables, vendre les Colossus pour récolter des fonds, garder les Majestics, utiliser les Majestics comme banc d'essai, éventuellement avec 1 ou 2 Colossus invendus également, et utiliser tout cela pour influencer la refonte des Centaures et des Maltas, dont la construction peut être retardée jusqu'à ce que les leçons soient tirées. Au début des années 1950, avec plus d'argent, vous pourrez construire les Centaures et les Maltas comme nouvelle flotte de la guerre froide, avec ponts obliques, catapultes à vapeur, etc. Et les Audacious sont vraiment à peu près la seule chose qui va poser une question un peu complexe à résoudre. Que fait la Royal Navy à la place? Ils annulent les Maltas. Ils mettent l'Eagle et l'Ark Royal en suspens, ce qui entraîne toutes sortes de problèmes par la suite parce qu'un navire à moitié terminé subit toutes sortes d'infiltrations d'eau et de d'autres problèmes du même genre. Ils vendent tous les Majestics. Ils gardent quelques-uns des Colossus moins performants et vendent la plupart d'entre eux également. Comme mentionné, ils convertissent l'Implacable et l'Indefatigable en navires-écoles, tentent en vain de moderniser les Illustrious et gaspillent finalement beaucoup d'argent. Ce qui aboutit, à la fin des années 1950, à une flotte de porte-avions de la Royal Navy bien plus réduite et bien moins performante. À peu près la seule véritable réussite à sortir de tout ce fiasco fut le fait que, malgré tous les mauvais traitements subis pendant leur construction, l'Eagle et l'Ark Royal se sont révélés assez utiles à la Royal Navy pendant la majeure partie de la guerre froide. Et les porte-avions de classe Centaure en particulier se sont révélés être des navires exceptionnels, restant en service pendant très longtemps. Le HMS Hermes, en particulier bien sûr, a servi comme le plus grand porte-avions de la Royal Navy présent pendant la guerre des Malouines, puis a été vendu aux Indiens. Et elle a effectivement survécu jusqu'au XXIe siècle. Oui, par rapport à ce qu'on aurait pu concevoir en une demi-journée avec un plan logique, cela aurait permis d'économiser de l'argent. Et en donnant à la Royal Navy une flotte de porte-avions bien plus performante à l'entrée de la guerre froide, la Royal Navy, il faut l'admettre, sous la forte pression du Trésor, a fini par faire pratiquement l'exact opposé et en a souffert en conséquence. Après avoir un peu critiqué la Royal Navy pour les 2 derniers choix, le 3e choix serait la montée en puissance navale allemande avant la Première Guerre mondiale. C'était une idée particulièrement désastreuse et insensée, essentiellement fondée sur une incompréhension fondamentale de ce que signifie la puissance maritime. C'était courant chez de nombreuses marines après la découverte de la doctrine de Mahan, surtout concernant les relations entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Vous voyez, au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient en réalité assez proches. Les ennemis historiques de la Grande-Bretagne étaient la France et la Russie. Eh bien, même si l'Allemagne n'existait pas depuis très longtemps en tant que pays unifié, les ennemis naturels de l'Allemagne étaient aussi la France et la Russie. Donc, dans la tendance générale britannique de trouver un allié pour empêcher une puissance de devenir la puissance hégémonique en Europe, l'Allemagne semblait être un bon choix parce qu'elle était située entre la France et la Russie. Cela les empêcherait de s'unir et de combiner leurs forces. Et puisque l'Allemagne ne voulait généralement pas mener une guerre sur 2 fronts, il était peu probable qu'elle essaie de dominer l'ensemble de l'Europe, parce que si elle en combattait un, elle serait ensuite attaquée par l'autre à l'arrière. La Grande-Bretagne, avec sa petite armée, n'était pas d'une grande aide pour une campagne terrestre, même si elle pouvait soutenir en mer. Mais une combinaison du Kaiser Guillaume II et d'Alfred von Tirpitz a décidé que l'Allemagne devait avoir son propre grand empire colonial, ce qu'ils appelaient sa place au soleil.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, personne ne s'opposait particulièrement à cette idée en principe. L'idée que les puissances européennes aient chacune un bel et grand empire colonial à exhiber était largement acceptée, voire attendue, de la part des différentes puissances. Cependant, les Allemands ont décidé d'aborder cela dans l'optique de devenir soit les premiers, soit au moins un numéro 2 très proche. Par rapport à la Grande-Bretagne, Guillaume était en partie envieux de la Grande-Bretagne. Mais même avec le secteur industriel allemand en plein essor, une chose est devenue très claire très rapidement. L'Allemagne n'avait pas l'infrastructure de construction navale nécessaire pour construire plus de navires que les Britanniques. Et en plus de cela, comme l'Allemagne était une puissance continentale européenne, elle devait disposer d'une armée grande et puissante parce que, eh bien, les autres nations autour d'elle avaient aussi des armées grandes et puissantes. Et cela signifiait que même si l'industrie allemande pouvait dépasser l'industrie britannique en termes de production totale, une grande partie de cette production industrielle, tant en biens manufacturés qu'en argent généré, devrait être consacrée à l'armée. Ainsi, un budget plus limité serait toujours disponible pour la marine. Et de là est née la théorie du risque. Et c'était l'idée que si l'Allemagne avait une flotte suffisamment grande, pas aussi grande que celle des Britanniques, mais assez grande pour que si les Britanniques la combattaient, cela diminuerait massivement la puissance de la Royal Navy. Alors, même si la Royal Navy serait techniquement capable de les vaincre, les Britanniques ne voudraient pas essayer, parce qu'en le faisant, ils affaibliraient la Royal Navy, jusqu'au point où d'autres marines, qui à ce moment-là étaient largement en retard sur la Royal Navy, deviendraient alors assez grandes pour représenter une menace significative et peut-être en profiter elles-mêmes. Donc, par exemple, si la flotte allemande représentait 60% de la taille de la Royal Navy, même si la Royal Navy ne perdait que 40% de sa force en combattant et en détruisant la flotte allemande, cela laisserait la Royal Navy à peu près à la même taille que celle qu'avait la flotte allemande. À ce moment-là, par exemple, les flottes françaises et russes réunies pourraient avoir une chance de la détruire. Si la flotte allemande était plus grande, la Royal Navy perdrait davantage de navires en la combattant, ce qui profiterait à la France, la Russie, les États-Unis, etc. Encore plus de raisons d'intervenir et d'en profiter pour achever ce qui restait. Et donc, le raisonnement était le suivant. Si la Royal Navy ne voulait pas combattre la flotte allemande, l'alternative serait soit de laisser les Allemands faire ce qu'ils voulaient, soit au minimum de parvenir à un accord qui serait globalement en faveur de l'Allemagne. Mais la raison pour laquelle il s'agissait d'un plan naval assez farfelu était double. Premièrement, il reposait, comme tant de plans navals semblent le faire, qu'il soit réel ou hypothétique. Que les gens supposent que l'adversaire, en l'occurrence les Britanniques, continuerait simplement à faire ce qu'elle faisait déjà sans changer le moindrement. Donc, ce qui s'est passé lorsque les Allemands ont commencé à renforcer leur flotte, c'est que la Grande-Bretagne s'est dit « Oh, une menace !» D'accord, eh bien, je suppose que nous allons commencer à construire plus de navires, ce qui signifiait bien sûr que les Allemands devaient en construire encore plus pour suivre, et les Britanniques avaient une industrie navale plus grande et plus efficace, donc ils ont commencé à prendre rapidement de l'avance. Et bien sûr, Jerky Fisher a ajouté « Et voilà le Dreadnought ». Cela a lancé la course aux armements des Dreadnoughts. Mais il s'est avéré que les Britanniques étaient capables de construire beaucoup plus de navires de guerre et aussi de les construire bien plus rapidement que les Allemands. Et donc, les Allemands se sont retrouvés dans une course aux armements incontrôlables qu'ils ne pouvaient tout simplement pas gagner, ce qui a fini par détourner énormément d'argent de leur armée qui n'était pas très contente de ce fait. Et quand l'armée a finalement tapé du poing sur la table et a dit « Non, nous voulons une partie de notre financement », et les Britanniques ont simplement continué à construire des navires pendant un certain temps parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris que les Allemands avaient en quelque sorte jeté l'éponge. Les Britanniques se sont retrouvés avec une flotte qui les plaçait encore davantage en tête par rapport à toutes les autres marines qu'ils ne l'étaient auparavant. À ce moment-là, la flotte de risque a perdu tout intérêt, étant toujours bien plus petite que celle des Britanniques. Mais maintenant, même si l'idée de Tirpitz s'était réalisée et que les Britanniques avaient combattu les Allemands et perdu une partie de leur flotte, et tout le monde finissait par se retourner contre eux, le reste de la Royal Navy qui serait resté aurait encore été suffisamment grand et puissant pour affronter n'importe quel adversaire réaliste. Et les Britanniques pouvaient continuer à construire des navires plus grands et puissants. Oui, la première erreur fut de ne pas anticiper que les Britanniques augmenteraient simplement leur production navale. Et le deuxième problème était bien plus géopolitique.
et c'était tout simplement ne pas comprendre ce que représentait une marine. Pour les Allemands, une marine était un outil de puissance. C'était une façon d'affirmer leur domination ou leur place dans l'ordre mondial. Pour la plupart des gens, voilà ce qu'était une marine. Pour l'Empire britannique, cependant, une marine était un enjeu existentiel. Pour une petite nation insulaire avec un immense empire d'outre-mer, si la Grande-Bretagne ne contrôlait pas les mers, l'empire finirait tôt ou tard par mourir, soit parce que des gens en coupèrent des portions et commençaient à se les approprier. Et il n'y aurait rien que la Royal Navy puisse faire si l'autre camp avait une flotte plus grande, ou du moins une plus grande concentration de navires dans la région que la Royal Navy ne pouvait égaler. Ou, sur le long terme, si la Royal Navy ne pouvait pas maintenir sa domination sur les routes maritimes mondiales, il était très probable que la domination britannique du commerce maritime, qui finançait en grande partie l'Empire britannique, commencerait à s'effriter. Et si cela venait à disparaître, eh bien, avec le prestige et les revenus associés, on commencerait aussi à perdre les différents liens commerciaux. Contrôler les 2 tiers du transport maritime mondial permet facilement d'imposer commercer uniquement avec les colonies américaines ou alors avec nous à des conditions qui nous soient favorables. Et si vous commercez avec d'autres pays, alors il y aura des barrières tarifaires et ainsi de suite. Mais si, parce que vous avez perdu le commandement et le contrôle des mers, vous perdez alors cette position de transporteur marchand dominant du monde, alors d'autres transporteurs marchands et leurs nations peuvent offrir de meilleurs tarifs et des conditions plus favorables. Donc, à ce moment-là, vous ne commercez plus à parité, ou peut-être même qu'ils commercent davantage ou de façon plus avantageuse avec d'autres nations. Et ainsi, la spirale descendante de l'Empire continuerait. Et donc, si la Grande-Bretagne voulait maintenir son empire, elle devait avoir une grande marine. Cela signifiait aussi qu'ils allaient y investir beaucoup d'argent. Mais si quelqu'un semblait défier cette marine, ils étaient prêts à tout faire, absolument tout, pour conserver leur domination jusqu'à ce qu'il n'ait littéralement plus d'argent. Au début du XXe siècle, l'Empire britannique était la nation la moins susceptible de manquer d'argent. Finalement, 2 guerres mondiales ont réussi à vider la Grande-Bretagne de tout son argent. Mais je tiens à souligner que la Grande-Bretagne a réussi à être du côté des vainqueurs lors des 2 guerres mondiales et qu'elle a aussi été la seule nation à avoir combattu pendant les 2 guerres mondiales. Jusqu'à la victoire! Du tout début jusqu'à la toute fin, ce qui, vous savez, oui, ça va probablement vider les caisses d'un empire mondial, même ainsi. Le plan de flotte de risque de l'Allemagne a seulement poussé les Britanniques à construire une marine encore plus grande et à devenir hostile, car l'Allemagne représentait une menace existentielle pour l'Empire britannique, une course que les Allemands ne pouvaient pas gagner. Au lieu de cela, cela a mené à une guerre mondiale très destructrice. Que bien sûr, l'Empire britannique a survécu, contrairement à l'Empire allemand. Et puis, nous nous sommes déplacés légèrement vers l'ouest, en France, et un peu en arrière dans le temps, parce que tout ce que nous avons examiné jusqu'à présent concerne la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, nous revenons à l'âge de la voile, et je vais simplement regrouper les tentatives françaises d'envahir l'Irlande en une seule entrée. J'ai déjà expliqué par le passé pourquoi il est très difficile pour une flotte française, ou en fait n'importe quelle flotte, d'entrer dans la Manche, mais c'est particulièrement vrai pour les Français, et entrer dans la Manche est en quelque sorte nécessaire si vous voulez envahir l'Angleterre. Mais pendant les différents conflits entre la Grande-Bretagne et la France au XVIIIe et XIXe siècle, plusieurs responsables français ont eu cette brillante idée. Eh bien, pourquoi ne pas envahir l'Irlande à la place? Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Irlande appartenait au Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais la République d'Irlande n'est devenue indépendante qu'au début du XXe siècle. C'était donc techniquement un territoire britannique, même si les habitants pouvaient ne pas être d'accord. Et l'idée était que, eh bien, les Irlandais, en général, n'étaient pas de grands fans des Britanniques, ce qui est encore vrai dans certains milieux. Et donc, ils seraient susceptibles de se soulever, surtout si les Français soutiennent l'un des rois Stuart. Les soulèvements jacobites sont donc bel et bien une réalité. Cela s'est avéré vrai à plusieurs reprises lorsque les Français ont réussi à faire entrer des troupes en Irlande. Et l'idée, alors, était la suivante. D'accord, eh bien, nous prenons le contrôle de l'Irlande avec l'aide de certains habitants locaux. Une fois l'Irlande sous notre contrôle, nous pourrons marcher ou traverser la mer d'Irlande en bateau vers le Royaume-Uni pour prendre le reste. Eh bien,
Il y avait deux très gros problèmes qui font de ce plan une idée complètement idiote. Premièrement, certains Irlandais n'aimaient pas les Britanniques. D'autres, en revanche, les appréciaient. Et en plus, il y avait divers colons britanniques, écossais et gallois. Et donc, ce à quoi on aboutissait, même dans la tentative la plus réussie, qui s'est terminée avec la bataille de la Boyne et des événements similaires, c'était une guerre en Irlande. À ce moment-là, eh bien, la Grande-Bretagne est beaucoup plus proche de l'Irlande que la France, donc il est plus facile de ravitailler une armée britannique sur le terrain en Irlande. Les deux camps sont soutenus localement dans diverses régions. Mais les Britanniques, en partie parce qu'ils étaient déjà sur place, et grâce à l'habitude irlandaise d'avoir des soulèvements quasi continus, savaient aussi assez bien comment combattre en Irlande. Les Français, eux, ne savaient vraiment pas. Et donc, même lorsqu'ils ont réussi à faire entrer des troupes, cela s'est terminé par un échec. Même si cela s'était terminé différemment, il n'y a pas beaucoup de grands ports en Irlande, et il y aurait eu des raids, des foyers de dissidence contre les Français, ainsi que d'éventuelles contre-invasions britanniques, etc. Mais même dans ce cas, même en supposant que l'Irlande soit désormais d'une manière ou d'une autre unie et heureuse sous la domination française, vous auriez quand même été confronté exactement au même problème que la plupart des tentatives d'invasion de l'Irlande, à savoir que la météo entre le nord-ouest de la France et l'Irlande est assez terrible la plupart du temps. Et en plus, la Royal Navy et toutes ses bases se trouvent toujours entre les deux. Donc, si vous lancez une flotte d'invasion et qu'elle navigue vers l'Irlande, si la Royal Navy ne pense pas que le mauvais temps va de toute façon détruire et disperser votre flotte, ce qui arrivait généralement, elle peut très facilement envoyer des navires pour vous intercepter. Et s'ils ne vous interceptent pas à l'aller, ils peuvent vous intercepter au retour. Donc, vous ne pourrez pas ravitailler votre armée en Irlande. Elle dépérira donc très rapidement. Et bien sûr, chaque fois qu'ils interceptent et capturent certains de vos navires, eh bien, la Royal Navy devient plus forte, votre marine devient plus faible, ce qui signifie que les tentatives de ravitaillement suivantes et toutes les tentatives d'invasion suivantes seront encore moins puissantes. Et c'est ce qui s'est passé historiquement. Les Français ont dépensé beaucoup d'argent, de temps et mobilisé de nombreux hommes et navires pour tenter à plusieurs reprises d'envahir l'Irlande. La plupart ont été coulés ou capturés puis intégrés à la marine britannique. Et cela leur a coûté énormément d'argent et énormément de soldats, ce qui a représenté une perte nette pour l'économie française en général, et plus particulièrement pour l'effort de guerre français. La partie insensée, c'est qu'ils ont simplement continué à le faire. Maintenant, pour être juste, même la marine française a fini par apprendre. Et à l'époque des guerres napoléoniennes, plusieurs personnes continuaient encore à proposer cette idée. Et la marine française, au fur et à mesure que le XVIIIe siècle avance, commence à résister de plus en plus à cette idée. Mais on essaie encore de temps en temps. C'est pourquoi vous avez la bataille entre l'Indefatigable et l'Amazone contre le droit de l'homme, ce dernier étant l'un des derniers survivants de la dernière tentative d'invasion de l'Irlande. Donc, en résumé, c'est quelque chose qui a très peu de chances de fonctionner et qui n'a pas fonctionné historiquement. Ils ont continué à essayer encore et ça échouait à chaque fois, mais ils continuaient d'essayer. Même dans le scénario le plus optimiste, où d'une manière ou d'une autre, ça marche et qu'ils prennent le contrôle, de l'Irlande, eh bien, ils se retrouvent maintenant avec un problème très similaire à celui qu'ils avaient au départ. Ils doivent toujours envoyer une flotte en Angleterre, et la Royal Navy sera là à dire « je ne crois pas ». Mais maintenant, vous avez aussi un gros problème d'approvisionnement à gérer. Et enfin, dans notre liste des plans navals les plus farfelus de tous les temps, nous allons encore plus à l'ouest, jusqu'aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Et plus précisément, nous allons nous intéresser aux premières décennies des États-Unis en tant que pays, car les États-Unis se sont initialement formés pendant la guerre d'indépendance américaine avec une marine, la marine continentale. Il faut l'admettre, c'était un travail bâclé. Quelques navires de guerre construits, beaucoup réaménagés, et il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur la marine continentale un jour. Mais de façon générale, les États-Unis avaient bien une marine. Et en fait, c'est un peu la raison pour laquelle la marine des États-Unis justifie elle-même son existence en étant techniquement plus ancienne que le pays. Parce que la marine continentale a été créée avant que les États-Unis eux-mêmes ne soient formés, ou du moins avant qu'ils ne soient reconnus internationalement. Mais dans les années qui ont suivi, le Congrès américain et divers politiciens américains ont estimé que les États-Unis n'avaient pas du tout besoin d'une marine.
Sur Terre, à travers un mélange d'idéologie politique et, pour être juste, de propagande qui commençait déjà à s'ancrer et qui s'est profondément enracinée dans la culture populaire américaine, même encore aujourd'hui. Il s'était mis en tête que les milices citoyennes étaient en quelque sorte une force de combat efficace à elles seules et qu'elles suffiraient à assurer la seule défense des États-Unis. La guerre de 1812 a montré comment ce paradigme a fonctionné dans divers endroits, comme lors des batailles de Bladensburg. Mais néanmoins, en mer, la même décision a été prise. Ils ont choisi de supprimer une marine pour réduire les coûts, estimant que les États-Unis n'iraient pas en guerre à l'étranger et devaient seulement défendre leur territoire. Et pour la défense du territoire, ils pouvaient compter sur les milices citoyennes, qui consistaient en de petites barques à rames équipées d'un seul canon de 24 ou 32 livres qui n'étaient même pas conçues à l'origine pour porter un canon. C'étaient de simples embarcations côtières, mobilisées si besoin pour former une escadre de canonnières censées repousser les assaillants. La raison pour laquelle cela est considéré comme un plan naval farfelu, eh bien, il y a énormément de raisons. Mais parmi les points marquants, il y a l'idée que de petites canonnières, équipées d'un ou deux, voire trois canons, affrontant de grandes marines, avaient déjà été tentées à plusieurs reprises dans l'histoire, et cela n'avait jamais fonctionné. Parce que si l'ennemi arrivait avec une force navale importante, et soyons honnêtes, si quelqu'un venait attaquer les États-Unis continentaux, il devait avoir une marine capable de projeter sa puissance à travers l'Atlantique, donc il s'agirait forcément d'une force navale assez conséquente. Eh bien, dès qu'il y a le moindre mauvais temps qui peut, vous savez, je ne sais pas, submerger un bateau qui n'a qu'un pied de franc-bord, oui, la grande marine sera là, et vous, non. Si le vent est particulièrement favorable, la grande marine peut vous distancer à la voile. Oui, vous pouvez ramer jusqu'à eux pendant les périodes calmes, mais vous restez alors une embarcation ouverte armée d'un seul canon, ou tout au plus une petite poignée d'embarcations du même type. Et le navire que vous attaquez possède de nombreux canons et peut utiliser ses ancres et ses cordages pour se manœuvrer. Et vous tirez dessus avec beaucoup de mitraille, et un seul coup de boulet bien placé, et votre bateau coule. Et bien sûr, si la marine décide que, peut-être pour une raison quelconque, remonter une rivière ou entrer dans un estuaire rempli de colons en colère qui rôdent avec de petits bateaux armés de canons ne leur plaît pas, eh bien, ils peuvent simplement lever l'ancre et partir. Ils peuvent soit changer de région, soit simplement longer la côte de Dix Miles pour débarquer des troupes, arrivant ainsi bien plus vite que vous, sans devoir aller dans une ville ou un village différent qui pourrait avoir sa propre milice maritime. De plus, bien sûr, il y a le fait que ces petites milices en barque n'ont aucune capacité de résistance significative. Oui, tu peux ramer au large, mais sans provision, tu ne peux sortir qu'une journée, éventuellement passer la nuit dehors si tu es ambitieux, puis tu dois rentrer. Un grand voilier ayant traversé l'Atlantique pendant des semaines ou des mois peut attendre quelques jours que tu partes, puis reprendre ses opérations. Et donc, même en se basant sur des précédents historiques, il était très clair que cela ne fonctionnerait jamais. Ils ont juste décidé que ça allait marcher pour des raisons idéologiques. Et puis, bien sûr, il y avait l'autre problème, à savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis dépendaient énormément du commerce international. Ce n'était pas le genre d'économie autosuffisante qu'elle allait devenir plus tard. Bien sûr, même au début du XXe siècle, les États-Unis avaient encore besoin du commerce international pour être aussi puissants qu'ils l'étaient. Mais à ce moment-là, même si les États-Unis avaient été complètement coupés par un blocus, ils auraient pu survivre grâce à leur économie et leur industrie interne. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, ce n'était pas le cas. Pour éviter une crise économique nationale, il fallait maintenir les routes commerciales. Et, eh bien, comment maintient-on ces routes commerciales? Eh bien, il faut malheureusement entretenir de bonnes relations avec tout le monde. La Royal Navy était la plus grande puissance navale mondiale. Après la guerre d'indépendance, il est compréhensible qu'ils n'appréciaient pas les Américains. La Royal Navy ne protégerait pas les navires marchands américains de sitôt. Et puis, les Américains ont décidé qu'ils allaient essayer de commercer avec tout le monde en plein milieu d'un immense conflit mondial. Et puis, les Français ont décidé qu'ils n'aimaient pas ça non plus. Il existe de nombreuses autres raisons pour la quasi-guerre, mais voici un résumé. Donc, l'Amérique s'est retrouvée en froid avec la Royal Navy et engagée dans une guerre mineure contre la marine française. Les pirates barbaresques ont vu des navires marchands sans défense et se sont dit
de l'argent facile pour nous. Et il est alors devenu très clair que même si vos illusions sur une milice citoyenne composée de petites embarcations armées d'un seul canon étaient vraies, il n'y avait absolument rien qu'elle pouvait faire pour protéger les navires marchands américains en haute mer. Parce que, oui, vous n'allez pas convaincre une milice citoyenne de ramer à travers l'Atlantique pour aller combattre les corsaires algériens en Méditerranée. Et donc, dans les années 1790, les Américains ont rapidement changé d'avis et ont commencé à construire une véritable flotte. Toute cette histoire de marine dont, il y a 20 ans, ils disaient ne pas avoir besoin. Donc oui, c'était vraiment une idée particulièrement farfelue. Il s'avère que si toute votre survie économique dépend du commerce international, vous avez effectivement besoin d'une marine. Des leçons que certains pays pourraient peut-être aussi prendre en compte de nos jours, mais voilà. Et voilà. En un peu plus de 50 minutes, j'ai présenté ce que je considère comme 5 des plans navals les plus farfelus de tous les temps, et pourquoi. Mais comme je l'ai dit, si vous avez d'autres idées que vous souhaitez que j'examine et que j'en discute, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour les questions du dry dock.